Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Voici le sommaire de cette édition. Demain soir, à minuit, le dépôt des vœux sur Parcoursup sera clos. Et cette année encore, il faut bien le dire, la plateforme est sous le feu des critiques. Alors, est-ce le retour de la galère pour des milliers de lycéens qui veulent simplement accéder à des études supérieures? Ce sera l'objet de notre question du jour. En deuxième partie d'émission, nous vous présenterons un tout nouveau réseau social. Ça s'appelle jobirl.com. IRL pour In Real Life, comprenez dans la vraie vie. Il s'agit d'une plateforme d'orientation qui connecte les jeunes et les professionnels. Nous en parlerons avec la présidente de l'association Job IRL. Et puis nous irons retrouver Malika Ménard et sa nouvelle invitée qui s'est confiée sur ses souvenirs d'écolier. Il s'agit d'Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022, mais surtout Miss France 2023. Pour l'heure, place à l'actu en bref, et c'est avec Andrea Le Bourgeois. Bonsoir Andrea. Bonsoir Loïc. On va commencer avec cette polémique après l'interpellation de lycéens à Marseille. C'était lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, des centaines de personnes manifestaient ce matin devant le commissariat de Noailles à Marseille pour la libération de lycéens interpellés ce mardi. Ce mardi, les lycéens étaient mobilisés à Marseille, notamment en bloquant le lycée Thiers. 200 lycéens environ étaient présents d'après leur syndicat. 2 des lycéens interpellés auraient été vus en train de taguer les murs de l'établissement sous l'œil des caméras de sécurité selon la Provence. En tout, 7 lycéens auraient été interpellés d'après Lola Vieux, responsable syndicale des lycéens des Bouches-du-Rhône. Écoutez. On a 2 de nos camarades qui se sont fait embarquer pour outrage à agent sur le lycée Thiers. Ils ont été auditionnés par la police et même la police a dit que ça n'avait pas lieu d'avoir une garde à vue puisqu'il n'y avait pas eu de outrage à agent. Les lycéens, ils étaient menottés alors qu'ils n'étaient pas forcément dangereux et qui coopéraient. On a réclamé la libération du coup des personnes qui ont été arrêtées injustement. Dans la soirée, il y en a 2 qui ont été libérés et pour l'instant, il y en a encore 5 en garde à vue. Nous, ce qu'on demande en tant que syndicat lycéen, c'est vraiment de se faire écouter. Et si on voit aujourd'hui qu'on est autant réprimandé par les forces de l'ordre, c'est que le gouvernement, il a vraiment peur de la jeunesse. Et c'est pas parce qu'on va se faire réprimander qu'on arrêtera de protester contre cette réforme. La polémique a débuté ce mardi avec ce tweet de Hendrik Davy, député LFI NUPES. Il évoque la violence de l'interpellation, mais il a également publié un communiqué de presse en soutien aux lycéens en question, en appelant à manifester devant le commissariat. Allez, on poursuit avec le pacte enseignant et ce dialogue difficile entre le gouvernement et les syndicats d'éducation. À ce sujet, Pape Ndiaye s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Oui, Pape Ndiaye était interrogé sur l'avancée des discussions avec les syndicats qui ont d'ailleurs claqué la porte des négociations. Il s'agissait de se mettre d'accord sur une hausse des rémunérations. Un dialogue somme toute normal, rassure Pape Ndiaye. Écoutez. Vous faites allusion à une réunion technique qui a été interrompue hier par les syndicats, ce qui est regrettable, mais ce qui ne remet pas en cause les négociations que nous avons avec eux depuis le 18 janvier. 50 heures de négociations jusqu'à présent et elles vont se poursuivre. Nous avons des différends sur les missions liées au pacte, mais cela fait partie de l'ordinaire des échanges sincères que nous avons avec les syndicats. Le ministère de l'Éducation espère conclure les négociations le 13 mars prochain. Allez, on en vient à un chiffre alarmant. 1 enfant sur 5 en France arrive le ventre vide à l'école. Oui, c'est une information exclusive de nos confrères d'Europe 1 d'après une étude menée par le cabinet Spark Market Research et financée par l'entreprise Kellogg. 1 élève sur 5 en France arriverait à l'école en ayant sauté le premier repas de la journée, le petit déjeuner. C'est 4 fois plus qu'en 2016 et ça a des conséquences directes sur les élèves, comme le remarque Chloé, professeure en école maternelle à Paris, au micro d'Europe 1. Écoutez. La chose la plus flagrante qu'on peut voir, c'est des difficultés de concentration et ils ont du mal à réaliser le travail proposé puisque ils n'ont rien dans le ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants qui se plaignent d'avoir faim. Dès 9h30, ils se tiennent le ventre et ils me disent « Maîtresse, j'ai faim ». Quand on n'a pas pris de petit déjeuner avant 8h20, ça fait long à attendre. 8 enseignants sur 10 dans cette enquête notent que les enfants qui arrivent en classe le ventre vide sont fatigués. Allez, on va terminer cette actu en
en bref avec l'ouverture à la rentrée 2023 de la première école de la Forêt. Et c'est en Seine-et-Marne. Oui, les Petites Ruches devraient accueillir 20 élèves au profil neuroatypique en septembre prochain. Nos confrères de la République de Seine-et-Marne ont rencontré le couple à l'origine de cette école, parents d'un enfant de 5 ans porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Ils ne trouvaient pas de structure adaptée. Pour lui, ils ont donc décidé de créer cette école. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver par rapport à une école classique finalement? Eh bien, déjà, l'environnement, imaginez avoir cours en pleine nature sur un terrain de 5000 mètres carrés et dans une yourte. Et puis ensuite, le programme, le socle sera d'abord celui de l'éducation nationale, mais surtout l'apprentissage du bricolage, de la construction, de la cuisine ou encore de la sculpture. Et c'est d'ailleurs un concept venu de l'étranger. Par exemple, en Scandinavie, on trouve généralement des crèches ou des jardins d'enfants en plein air. L'école en Suède et au Danemark n'est pas obligatoire avant 6 ans. Cette méthode de préscolarisation est donc très prisée par les familles. Courir dans les bois, construire des cabanes, certains font même la sieste à l'extérieur. Au Danemark, il y a même des jardins d'enfants urbains qui utilisent des bus de forêt qui emmènent chaque matin des enfants de la ville à la campagne. Merci beaucoup, Andrea. Allez, il est temps de passer à notre question du jour. Les difficultés autour de Parcoursup, la plateforme qui continue de donner bien des sueurs froides à des milliers de lycéens et de parents. C'est tout de suite. C'est demain, jeudi 9 mars à minuit, que se clôture le dépôt des vœux des lycéens sur Parcoursup. Et cette année encore, comme un petit peu depuis sa création en 2018, eh bien, la plateforme est sous le feu des critiques. On va en parler avec nos invités. Johan Farber, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Parlez-vous, le Parcoursup, c'est aux éditions du Seuil. Et vous êtes notamment professeur de lettres modernes à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Merci d'être avec nous. Stéphane Vincent, bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Super Futur. C'est une entreprise qui accompagne les adolescents et leurs parents, puisqu'on ne peut pas les dissocier dans ce chemin qu'est l'orientation, pour trouver donc leur voie et leur donner toutes les clés pour qu'ils trouvent bien leur chemin d'épanouissement. Et c'est un gros travail dont on va parler aussi. Claire Guéville nous attend en Skype. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et secrétaire national du SNES FSU en charge des lycées et de l'orientation. Alors, on va commencer avec une petite citation de ce qui a marqué ici. C'est tout petit, vous ne le voyez pas chez vous, c'est tout à fait normal. Je vais vous le lire. C'est vous qui parlez, ou qui écrivez en tout cas, Johan. Cette initiation à la violence managériale et algorithmique se montre comme une pré-professionnalisation des élèves qui, paradoxalement, ne s'accomplirait que par l'humiliation des vœux refusés et des lettres de motivation jamais lues. Vous parlez de Parcoursup. C'est votre définition ? Oui, c'est ma définition. Et j'ajouterai à cette définition que c'est un apprentissage de la maltraitance et que c'est aussi un coup d'État numérique. Alors, quand le livre est sorti, on m'a dit à plusieurs reprises que les formules étaient un peu fortes, mais je crois qu'elles sont en deçà de la réalité très difficile que vivent les élèves, c'est-à-dire qu'ils se trouvent assez démunis, aussi bien les enseignants aussi que leurs familles, devant en fait une espèce de machine qui, sous prétexte en fait de mettre en place un système de la méritocratie, met en place finalement une sélection et puis on peut le voir aussi avec les algorithmes locaux, une ségrégation. Et je crois que cette violence-là, en fait les élèves à un certain âge ne sont pas préparés pour cette violence. Personne de toute façon n'est jamais préparé à être maltraité et je dirais que c'est une manière en fait de les initier par la lettre de motivation, par aussi un certain système, je dirais à une dégradation du rapport social qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc c'est une définition très négative et qui, je pense, est encore faible par rapport à ce que vivent les élèves. Claire Guéville, est-ce que vous partagez ce point de vue, ou en tout cas ces mots qu'on a entendus, ségrégation notamment, échec, est-ce que vous partagez tout ça ? Ce qui est certain, c'est que, oui, je partage les conclusions alors moi je vais le dire peut-être un peu différemment, mais Parcoursup est une véritable machine à trier et surtout à reléguer. C'est vraiment une machine à relégation des élèves qui sont issus des classes sociales les plus fragiles, les plus précaires. Et ça, on l'observe au quotidien. Et il y a tout un mécanisme qui se met en place. La violence institutionnelle, notamment, elle réside aussi dans le calendrier qui est imposé aujourd'hui. Il faut penser Parcoursup comme un système, comme quelque chose qui fait système avec les réformes du baccalauréat et du lycée.
On est entré aujourd'hui dans une période extrêmement périlleuse où les élèves doivent en quelques semaines compléter leur dossier de Parcoursup tout en préparant les épreuves de spécialité de bac qui vont être un élément majeur dans la sélection qui va s'opérer. Stéphane Vincent, vous avez un discours qui est un tout petit peu plus nuancé. Pour vous, c'est une machine qu'il faut savoir dompter. Oui, moi je pars toujours du principe que, alors 2 choses. 1, gérer, c'est prévoir. Et ça veut dire aussi que je pense, mais je pense que vous allez être aussi d'accord avec moi, c'est qu'on a un problème d'anticipation sur l'orientation, c'est-à-dire qu'effectivement les éléments ne se choisissent pas dans les 2 derniers mois et c'est un vrai travail qui doit être anticipé depuis plusieurs années et dans lequel il doit y avoir un accompagnement. Et puis la deuxième chose, c'est que comme l'était APB auparavant, et d'ailleurs je pense que Parcoursup est un petit peu mieux que ce qu'était APB pour diverses raisons, c'est finalement un système de tri, c'est un outil qui permet finalement de reprendre des critères objectifs normalement connus par tous et sur lequel derrière, au regard de ces éléments-là et d'une bonne connaissance de la machine et de sa stratégie, on doit pouvoir en fait avoir une utilisation. Mais on se retrouve effectivement souvent avec des gens qui ne l'ont pas anticipé, qui ne l'ont pas prévu et qui le subissent, je suis d'accord avec vous, mais je pense que quand on l'anticipe, qu'on regarde un peu et qu'on prépare son orientation, on peut y trouver un plan A, un plan B, un plan C. L'idée, c'est d'éviter le plan T. Donc voilà, je pense qu'effectivement, mais ce n'est qu'un outil. Et peut-être que le prochain outil qui arrivera après sera moins bon. Non, sera différent, mais ça reste des outils. Ouais. C'est pas ça qui fait l'orientation. Claire, vous, ça vous convainc pas du tout ce discours, me semble-t-il? Non, absolument pas. J'adore la référence aux critères connus de tous, mais le principe même du classement sur Parcoursup, c'est que chaque formation classe les candidats selon des critères secrets. C'est le secret des délibérations des jurys qui prévaut. Or, vous ne pouvez pas savoir véritablement comment sont classées les candidatures. Il n'y a absolument rien là-dessus. Vous avez un affichage d'attendus. Depuis 2 ans, enfin là c'est la 2e année cette année, vous avez des espèces d'items qui sont supposés pointer les choses qui vont être valorisées dans les classements. Mais en vrai, on n'en sait rien. Et on en sait à ce point rien que d'une année sur l'autre, les critères changent en plus. Alors, je vais essayer de me faire donner des exemples très précis, notamment sur les classes préparatoires pour les écoles vétérinaires. Alors, je vais essayer de me faire l'avocat du diable un instant, parce que je me rappelle de ma propre expérience à l'université. Quand je suis arrivé en première année, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui n'avaient rien à faire là, qui étaient dans ma filière parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, qui ne venaient pas en cours, qui passaient un petit peu le temps. Et donc, on peut se dire qu'au moins Parcoursup a ce tri-là de mettre des gens qui ont envie de travailler dans des filières. Johan, est-ce que c'est aussi un argument qui peut s'entendre? Alors, au risque de vous décevoir... Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. J'assume complètement de ne pas avoir tort ou raison. Mais ce phénomène que vous décrivez est un phénomène que moi aussi, j'ai connu. Je ne suis pas très âgé, mais enfin quand même assez âgé pour l'avoir connu. Je suis beaucoup plus âgé que vous. Mais en fait, ce phénomène que vous pointez, qui est très juste, parce qu'il y a toujours eu effectivement des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire, ça fait partie, je crois, d'un manque de moyens de l'université. Je crois qu'en fait, il faut aussi se laisser le temps de faire les choses, c'est-à-dire que chacun mature et mûrit à son rythme. Je crois qu'effectivement, il y a des personnes qui sont mal orientées, qui ne sont pas dans la bonne filière, mais encore faut-il se donner les moyens pour ces personnes de trouver la bonne filière, c'est-à-dire, c'est la question de l'investissement. Vous voyez, lorsque l'on parle par exemple de l'université de Créteil récupère maintenant par la ségrégation qu'installe Parcoursup tous les élèves qui n'ont pas la mention très bien. Et donc, vous avez des élèves qui sont en déshérence, qui ne savent pas très bien quoi faire. Et en fait, si vous aviez des TD plus restreints, c'est-à-dire si vous aviez un réel investissement dans l'enseignement supérieur, ce phénomène que vous décrivez ne serait pas un phénomène qui serait rédhibitoire. Mais là, il y a un vrai problème d'investissement dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a un abandon total de la part de ce gouvernement. Stéphane, ce qu'on peut peut-être dire pour aller dans ce sens-là, c'est que le problème n'est peut-être pas tant Parcoursup et son algorithme que les moyens alloués à l'éducation supérieure, aux enseignements supérieurs et à l'école en règle générale. En fait, il faut juste aligner 2-3 chiffres qui permettent de prendre un peu... alors, je parle sous vos contrôles, messieurs, dames, mais une classe d'âge en France, c'est à peu près 750 000 jeunes.
Donc en fait, on a finalement des outils et des éléments qui sont faits pour avoir des traitements, et vous le disiez tout à l'heure, des traitements de machines qui traitent des volumes. Et on a des volumétries à traiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme les gens n'anticipent malheureusement pas assez, et peut-être effectivement il n'y a pas assez de moyens à l'école pour pouvoir travailler cette orientation, on se retrouve tout simplement avec 52% des jeunes qui arrivent en première année de fac qui ne vont pas en deuxième année. Soit parce qu'à un moment ça ne fonctionne pas, soit parce qu'ils veulent changer, et on parle de la fac, mais si on parle dans l'enseignement supérieur, on est à plus de 30%. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui se sont fait des fantasmes sur de l'orientation et qui ne connaissent absolument pas les métiers, et quand ils découvrent les enseignements, et ça ne leur convient pas. Voilà, et ça se travaille aussi derrière avec... Alors, il y a eu le stage en troisième qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a effectivement un conseiller d'orientation pour 1230 jeunes. Donc, c'est pas assez, c'est pas assez. Claire, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, de cette analyse-là ? Alors, je pense qu'on ne se place pas du tout sur le même champ. Monsieur a une vision en termes de flux, en termes, j'allais dire, d'optimisation des moyens et de la main-d'œuvre. J'en sais rien. Hein. C'est plus cette impression-là que ça me donne. Moi, je voudrais revenir sur vos propos là juste avant, où quand vous disiez. Oui, mais il y a des jeunes qui n'ont rien à faire dans les études qu'ils ont choisies, ils sont mal orientés, etc. Eh bien, oui, mais ça ne change pas avec Parcoursup, en fait. Et ça ne changera pas. Et par contre, ce qui change, c'est le nombre d'élèves, le nombre de jeunes qui sont sans affectation. Pour l'accès à l'enseignement supérieur. Je me souviens que pour vendre Parcoursup, le président Macron avait eu cette phrase en 2018, ou même c'était même avant Parcoursup, c'était au moment des réunions de travail sur la loi orientation et réussite des étudiants, qui, je le rappelle, est la loi qui fixe le cadre de Parcoursup. Eh bien, il avait dit « tout le monde n'a pas sa place à l'université ». Eh ben nous, au contraire, moi je maintiens, et quand on est enseignant dans le second degré, on dit oui, tous les jeunes doivent avoir une place dans l'enseignement supérieur et a fortiori à l'université. Mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens qui prennent en compte ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Moi, je ne vois pas pourquoi on fait on a un gouvernement qui évoque toujours le droit à l'erreur dans de multiples démarches administratives, mais les jeunes, ils n'auraient absolument plus le droit à aucune erreur. Eh bien oui, il y a quelque chose qui est important quand on est jeune, c'est qu'on tâtonne. Oui, on tâtonne, et c'est comme ça qu'on forme les jeunes aussi. C'est comme ça qu'on apprend. C'est de ces erreurs qu'on peut apprendre, et c'est parfois... très enrichissant. Moi, je mets au défi, nous sommes 4 sur ce plateau, je vous mets au défi de dire que en première année, au moment du baccalauréat, vous saviez exactement ce que vous alliez faire, et qu'aujourd'hui, vous faites exactement ce que vous pensiez faire quand vous aviez 20 ans. Vous êtes mal tombé, c'est mon cas. Vous êtes mal tombé, c'est mon cas. Je suis arrivé en université de journalisme et je suis journaliste aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'était bien tenté néanmoins. Quoi qu'il en soit, on a fait un constat tous ensemble, et je crois que beaucoup, en réalité, le partagent. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle serait la solution. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que j'ai l'impression que, à part râler, à part dire que ça ne marche pas ou que ça ne marche pas bien, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que des associations, des groupements sont montés comme ça au ministère en disant « Écoutez, là, il faut changer quelque chose, vos algos, vos trucs, pour que ça fonctionne » ? Moi, je dirais qu'il y a 2 choses. Je dirais qu'il faut d'abord... la clé de voûte de notre société néolibérale, c'est l'argent. Donc, il faut de l'argent dans l'enseignement supérieur. Non, ça a été le cas. Là, il y a des enveloppes qui ont été débloquées. Oui, mais des enveloppes, c'est une aumône. C'est comme le dimanche au sortir de la messe. Non, mais d'accord, mais c'est déjà bien, je veux dire. Il faut aussi reconnaître. C'est la politesse pour le presque rien, pardon. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir vraiment une vraie politique ambitieuse dans l'enseignement supérieur. Cette politique ambitieuse dans l'enseignement supérieur, il suffit de revenir à ce qui s'est passé avec le plan Université 2000 de Lionel Jospin en 1990. On oublie de dire que le premier algorithme de mariage, parce que Parcoursup, c'est un algorithme de mariage, c'est-à-dire vous émettez un vœu et on vous associe à la formation que vous désirez faire. Donc il ne s'agit pas de diaboliser cet algorithme en particulier,
particulier. Il s'agit juste de dire qu'à ce désir de formation doit correspondre la création d'une formation. Et le plan Université 2000 de Lionel Jospin, c'était quand même à la mesure de la démocratisation du bac décidée par Chevènement en 85, c'était précisément quoi? C'était la création de 8 universités. Moi, ce que je propose, moi je propose de nationaliser LVMH. Voilà, LVMH, voilà. Mais quel rapport? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous donnerait de l'argent. Ça donnerait de l'argent. Là, visiblement, ils ne se décident pas à investir. Et si on nationalise LVMH, regardez, c'est la première fortune mondiale. Il ne crée que 170 000 emplois à travers le monde. C'est ridicule. Oui, mais on s'écarte un petit peu de Parcoursup, vous êtes d'accord? Pas du tout, parce que c'est vraiment un problème d'investissement. Et je crois que là, est-ce que vous entendez parler de l'éducation autrement que maintenant dans les faits divers, c'est-à-dire quand les profs se font tuer? Est-ce que vous entendez parler de l'éducation comme un véritable sujet, hormis un sujet de stress? Mais il me semble que c'est le cas depuis à peu près 20 ou 30 ans. Hein. Ça n'a pas attendu ces dernières années. On est tout à fait d'accord là-dessus, au moins. Absolument pas, parce que c'est une politique néolibérale qui a été poursuivie par notamment des gouvernements soi-disant de gauche, comme François Hollande. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience très forte de la part de la population que sa jeunesse a besoin d'être orientée et qu'elle a besoin d'avoir précisément des structures, à savoir des universités. C'est tout. C'est une solution toute simple. Hein. Stéphane, vous, votre solution par rapport à Parcoursup, ce serait quoi? Alors, beaucoup plus de formation en amont? Ou est-ce qu'il faut changer l'outil? Faire évoluer l'outil, en tout cas. Pour moi, l'outil doit effectivement, il est perfectible et il faut le faire évoluer. Il faut aller avec de plus en plus d'égalité. J'en suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est anecdotique. Le vrai sujet, c'est l'amont. Le vrai sujet, c'est comment, aujourd'hui, on arrive à ce que chaque jeune soit accompagné et comprenne ses points forts, ensuite puisse aller finalement se tester au regard de ses points forts dans un environnement professionnel, parce qu'aujourd'hui, finalement, les jeunes vont passer entre 15 et 20 ans à l'école, sur les bancs de l'école, mais ils vont en passer 40 ou 45 en environnement professionnel. Donc je pense que plus derrière on arrivera à trouver de porosité entre ce monde professionnel et ce monde de l'école, plus derrière on va permettre non pas de former des jeunes comme de la chair à canon pour l'entreprise, mais on va trouver le moyen d'avoir la bonne personne à la bonne place avec des entreprises qui vont aujourd'hui, et c'est déjà le cas, des entreprises qui choisissent des profils divers et variés et qui vont créer de la richesse, mais créer de la richesse non pas que financière, mais je pense vraiment de la richesse globale et de l'épanouissement pour chacun. Et c'est ce que disait un peu Johan, ça manque d'investissement en tout cas sur l'orientation qui n'est aujourd'hui finalement que l'apanage des conseillers d'orientation. Oui, mais je pense que c'est aussi l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire que d'une ou deux personnes et je pense que c'est aussi... Donc de tous, pardon, ça veut dire des parents? C'est-à-dire que les parents doivent se saisir beaucoup plus en amont? Moi, je pense que c'est effectivement l'affaire de tous. Et derrière, il faut aussi qu'on ait une porosité entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation pour qu'on ait plus d'entreprises dans les écoles et qu'on ait aussi plus d'écoles qui viennent dans les entreprises pour trouver cette logique finalement de transmission, d'évolution, de passage. Claire, votre solution, allez, apportez-moi un petit peu des idées là. Alors moi j'en ai plein d'idées et donc la première idée, alors évidemment des moyens pour l'éducation. Je pense que plus que même il y a un choix politique plus qu'un choix budgétaire, c'est aussi un choix politique. Soit l'argent, on voit bien qu'on a un gouvernement qui fait des choix et visiblement l'éducation c'est pas le budget qui l'intéresse le plus, même si forcément on brandit des milliards. Mais quand on a la jeunesse qu'on a, eh bien, on investit. Mais attendez, et pour investir, pardon, donc, ça veut dire... j'essaie encore une fois de faire l'avocat du diable. Il y a eu quand même un investissement majeur qui n'avait plus été fait depuis bien des années sur l'école. Et ils héritent aussi de 20-30 ans de délaissement. Il faut qu'on soit d'accord aussi là-dessus. Il faut qu'on soit juste. Moi, il faut qu'on soit juste. Je ne suis pas du tout... non, mais après, je ne me fais pas... C'est pas seulement lié au gouvernement actuel. Là, je veux bien concéder. Mais je veux dire, on a très clairement un État qui a abandonné ces jeunes, abandonné l'université. Il faut voir l'état de l'université aujourd'hui. Alors, ce qui fait qu'on a un secteur privé qui est florissant, et ça, évidemment, dès que le secteur, la formation publique est en difficulté, faute de moyens, eh bien, très clairement, il y a des intérêts privés qui s'engouffrent là-dedans et ça pénalise une fois de plus tous ceux qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est vrai, c'est un vrai souci.
Vraiment. Donc ça, c'est ma première solution. La deuxième solution, c'est qu'on arrête avec cette plateforme Parcoursup qui est conçue pour sélectionner sur des bases qui ne correspondent pas finalement aux apprentissages tels qu'ils se déroulent au lycée. Alors ok, on la supprime. Imaginons, on supprime Parcoursup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on le remplace et par quoi on arrive à faire en sorte que ce que faisait mal Parcoursup ne soit pas refait par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Alors déjà, la première, ça sera un outil algorithmique, hein, mais comme le disait très bien Johan Ferber, on est sur les fameux, les algorithmes de mariage, donc c'est techniquement c'est la même chose, sauf qu'on ne va pas y mettre ça ne va pas être exactement la même configuration, hein, on a des paramétrages qui vont être différents. La première chose, c'est hiérarchiser les vœux en amont, pour éviter l'attente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les meilleurs dossiers, évidemment, sont pris en premier. Donc, vous avez comme ça, au début de la période de Parcoursup, des jeunes qui vont avoir tous leurs vœux satisfaits et donc qui vont pouvoir choisir. C'est un outil qui est finalement très efficace, mais pour les jeunes issus des milieux sociaux les plus favorisés qui détiennent les clés du système. Mais pour tous les autres, et c'est ce qu'on observe, nous, en tant qu'enseignants dans l'enseignement secondaire, eh bien, c'est un peu la catastrophe. On va avoir des élèves qui vont attendre, et parfois attendre indéfiniment. Il faut en finir aussi avec ce qualificatif de formation non sélective, parce qu'en fait, avec Parcoursup et la loi orientation et réussite des étudiants, tout est devenu sélectif. Et donc, il y a un mensonge comme ça affiché. Nous, on est favorable à la fin de la sélection pour l'accès à l'université. Et tout ça, cette fin de la sélection, ça suppose des moyens. Ça suppose vraiment des moyens, y compris des moyens pour remédier à des niveaux qui peuvent être insuffisants en première année de licence. Donc voilà, on a plein de solutions, mais évidemment, comme il y a le verrou budgétaire et comme il y a le choix politique qui n'y est pas, le choix politique qui a été fait, ces dernières années, c'est de favoriser la sélection, c'est de ne pas augmenter les moyens pour permettre à tous les jeunes d'augmenter leur niveau de qualification. On est vraiment resté sur, en gros, 50% d'une classe d'âge, voire moins, au niveau licence. Johan Farber, j'écoute donc ce que disait Claire à l'instant. Elle dit ceux qui ont le meilleur dossier sont pris en premier. Et la première chose que peut-être les téléspectateurs se disent, c'est encore heureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent bien, qui s'investissent dans leurs études. Est-ce qu'il n'est pas tout à fait normal qu'ils soient privilégiés, même si, et il faut le dire aussi, les gens qui ont les meilleurs dossiers ne sont pas toujours ceux qui ont le plus haut niveau social. Il peut y avoir de très bons dossiers qui sont de niveau modeste ou intermédiaire. Est-ce que finalement la méritocratie n'est pas là tout simplement ? Alors moi je serais plus nuancé sur les meilleurs dossiers qui sont pris, parce que moi, vous avez dit que j'étais professeur à l'université. En fait je suis chargé de cours, mais je suis en fait professeur en lycée, au Blanc-Ménil, au lycée Mozart. Et moi je vois une chose très 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 simple, c'est que en fait tout dépend du lieu dans lequel vous avez votre lycée d'origine. Et donc le lycée d'origine devient déterminant. Je vois qu'il y a quelques années, avec tous les défauts qu'il y avait avec APB, parce qu'APB n'était pas un système satisfaisant, il a été remplacé par un système qui, à mon sens, est encore pire. En fait, j'avais d'excellents élèves qui étaient pris systématiquement. Et là, c'est beaucoup plus opaque, hein. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un problème de transparence. Donc, j'ai des élèves avec d'excellents dossiers qui ne sont pas pris. Et là, vous voyez, ça pose un problème, parce que quand ils reviennent logiquement vers les enseignants, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour eux de leur expliquer pourquoi leur grand frère ou leur grande sœur qui avait un niveau comparable a été pris quand eux n'ont pas été pris. Parce qu'il y a une dimension que rappelait Claire tout à l'heure très justement, à savoir celui du manque de transparence, de l'opacité, c'est-à-dire on sait à peu près quels sont les items, mais on ne sait pas comment c'est choisi. Donc je crois que là, il y a une part très floue sur lesquelles, en fait, on ne peut pas s'empêcher de voir, en fait, pour les élèves, un facteur de stress. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle, qui a parlé de Parcoursup comme d'une usine à stress. Ça, de toute façon, on est effectivement tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il n'y a même pas de débat sur ce que ça fait à ces pauvres lycéens qui ont déjà bien des choses à régler, et surtout à leurs parents aussi. Stéphane, pour conclure un petit peu ce débat, qu'est-ce qu'on fait? Parcoursup, on supprime, on met autre chose? Est-ce qu'on l'implémente? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une fronde contre Parcoursup pour aller voir les gens qui ont fait les algorithmes et leur dire ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors moi, j'ai tendance à penser toujours que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Oui, on travaille et oui, on propose des solutions. Et moi, je pense qu'il y a effectivement toujours des petites solutions et des éléments qui permettent de faire progresser. Maintenant, la vraie progression, elle est en amont. La vraie progression, c'est... doit-on emmener toutes les mêmes personnes vers toutes les typologies de métiers? Est-ce qu'on ne s'intéresse pas un petit peu plus aux jeunes en amont? Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, qu'on a 26% des jeunes qui sont en bac pro. Ça ne se sait pas en France. On a 20% des bacheliers qui sont sur des bacs technologiques. Ça ne se sait pas. Donc ça, c'est des éléments qui seraient intéressants. Ça ne se sait pas, ça veut dire que ça n'est pas assez mis en valeur? C'est pas assez mis en valeur et c'est pas assez aussi mis en valeur auprès des parents. C'est-à-dire que comme une solution. Comme une solution, oui. et pas comme... Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez aussi beaucoup de jeunes qui sont en bac pro, mais on a l'impression que finalement ils sont en bac pro parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Mais aujourd'hui, l'intelligence de la main, il y a des différentes formes d'intelligence. Oui, l'artisanat revient très fort. Oui, je vous en prie. L'enseignement professionnel est quand même extrêmement malmené par le gouvernement actuel. Là, pour l'instant, ils ont mis sous le boisseau leur réforme de lycée professionnel, mais vous avez raison de dire que effectivement l'enseignement professionnel est dévalorisé, l'enseignement technologique est dévalorisé, et en fait, ceux qui le dévalorisent le plus, c'est ceux qui sont aux manettes. C'est pas forcément les parents. Ce que je veux dire, et je reviens sur mon sujet. Rapidement. Oui, plus on aura de toute manière de préparation, d'anticipation. Nous, on accompagne des jeunes depuis maintenant 6 mois, 1 an sur la mise en place de leur Parcoursup justement, et on arrive à avoir avec Super Futur une solution qui est finalement beaucoup sans douleur, parce qu'ils ont prévu un plan A, un plan B, un plan C. Alors, ils n'ont pas toujours le plan A, hein, mais au moins, ils ont des solutions de recul. Et aujourd'hui, avec les systèmes qu'on retrouve dans le supérieur, on a des passerelles. Donc parfois, vous n'êtes pas fait pour passer par un système, vous pouvez passer par un autre pour arriver finalement au même métier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur School TV pour parler de tout cela. Claire Guéville, secrétaire nationale du SNEF FSU en charge des lycées et de l'orientation. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Vincent, fondateur et dirigeant de Super Futur. Et merci évidemment Johan Farber, auteur du livre Parlez-vous, le Parcoursup, qui est donc un brûlot, comme on pourrait dire, à une époque assez lointaine, mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est frontal. Voilà, c'est frontal. C'est direct. Voilà. On va marquer une toute petite pause et puis on revient tout de suite pour continuer de parler d'orientation d'ailleurs dans le Grand JT de l'éducation. À tout de suite. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Aujourd'hui, nous allons décerner notre bon point à une plateforme qui promeut les rencontres dans la vraie vie. IRL, comme disent les jeunes sur les réseaux sociaux, in real life. D'ailleurs, ça s'appelle jobirl.com. 110 000 membres déjà. Et sa fondatrice est avec nous pour en parler. Bonjour Christelle Mélégénin. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'association Job IRL qui développe cette plateforme. Peut-être un mot sur l'histoire de cette association ?
C'est une longue histoire. Moi, j'ai fait beaucoup d'actions dans le milieu social, auprès de jeunes, comme on dit, de banlieue, auprès de chômeurs de longue durée et autres. Et donc, j'ai eu l'idée de créer cette plateforme pour aider les jeunes à s'orienter, surtout les jeunes qui manquent de réseau, qui manquent parfois de conseils de papa et maman à la maison. Et donc, de leur permettre de trouver facilement ou des professionnels pour parler métier, ou des étudiants pour parler formation. Et donc, 10 ans après, voilà, on est 110 000 membres à pouvoir répondre aux questions des jeunes sur les métiers et les formations. Et tout de suite, ça vous est apparu important et même naturel de mettre en rapport les gens jeunes et pros, non pas jeunes et formation. Vous voyez la différence que je fais? Je vois bien la différence, puisqu'en effet, justement, comme moi j'avais fait de l'accompagnement, notamment de gens sans emploi, on connaît la force du réseau pour trouver son emploi. Et en fait, s'orienter, c'est quand même un peu la même démarche. C'est construire un projet professionnel. Alors même si on est plus jeune, même si on est en 3e, au lycée, c'est aussi se dire, mais qui je suis, quel métier est fait pour moi, vers quel secteur j'ai envie d'aller. Et malheureusement, aucun enseignant ne peut connaître tous les métiers, ne peut connaître tous les secteurs d'activité. Et donc, le meilleur moyen, c'est de pouvoir en parler avec un professionnel. Mais alors après, c'est là, on n'a pas toujours dans son entourage un père, une mère, un oncle, une tante, un voisin, un ami qui peut vous parler de ce métier. Et donc, d'où l'idée de créer cette plateforme pour créer un lien massif entre jeunes et professionnels. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne justement, cette plateforme? On s'inscrit et ensuite? Alors, on s'inscrit, c'est gratuit, c'est quand même important. Ça, c'est important. Ouais. C'est gratuit pour tout le monde, aussi pour les professionnels? C'est gratuit pour tout le monde. Alors, on reviendra sur votre modèle économique juste après. Alors, Et c'est pour ça qu'on est une association. D'accord. Justement, pour avoir des dons, du mécénat, des subventions publiques qui nous permettent de vivre. Mais donc, c'est gratuit pour tout le monde, justement pour aider aussi les jeunes qui ont le plus besoin de nous et qui n'ont pas toujours l'argent pour se faire aider. Et donc, on s'inscrit, on dit quand on est jeune, quel âge on a, à quel niveau on est scolarisé, quand on est professionnel, quel métier on exerce, de quoi on peut parler. Et puis ensuite, par des systèmes de tri sur le site, les gens se trouvent par métier, par secteur d'activité, pour, je dirais, les plus vieux par entreprise quand les jeunes cherchent des stages, de l'alternance, ou par diplôme, type de formation. Et donc, ça permet aux jeunes de contacter des membres de la plateforme, de poser leurs questions en ligne, et puis après d'échanger soit par message interne sur la plateforme, comme on fait tous les jours sur les réseaux sociaux, ou par un échange téléphonique, par un coup de fil. Et le côté IRL alors, le fameux in real life, comment est-ce qu'il se matérialise? Alors le IRL se matérialise donc déjà dans l'idée de dépasser la fiche métier et d'avoir un échange dans la vraie vie avec des professionnels. Et puis aussi notre association mène beaucoup d'actions sur le terrain, donc dans les quartiers plutôt où les jeunes n'ont pas de réseau, donc dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, dans des zones rurales un peu isolées où justement les jeunes ont accès à peu de réseaux. Et là, on mène des actions, des programmes en établissement scolaire où on fait des ateliers sur la découverte de l'entreprise, de ses métiers, des filières de formation. Et on organise beaucoup de forums métiers où on fait venir des professionnels pour parler avec les jeunes. Alors, juste avant votre arrivée sur le plateau, on a eu un débat, je ne vais pas dire houleux parce que ce n'était pas vraiment le cas, mais en tout cas assez vif, sur Parcoursup. Est-ce qu'on peut dire que votre plateforme, c'est un peu une bonne préparation finalement à Parcoursup? Oui, parce que alors justement, Parcoursup, alors moi je connais très bien la plateforme, d'ailleurs Job IRL est inscrite dessus, donc je connais par cœur Parcoursup. Parcoursup, ce n'est pas un outil d'orientation, c'est un outil pour saisir ses vœux et dire dans quel établissement du supérieur on veut aller. Donc, c'est le bout de la chaîne de l'orientation. Alors aujourd'hui, comme justement Parcoursup est critiqué parce que justement il y a plein de jeunes qui arrivent sur Parcoursup en se disant mais je mets quoi, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi faire. Donc la plateforme a été enrichie d'informations, mais c'est pas une plateforme d'orientation. Sur Parcoursup, vous n'avez pas de test d'orientation, vous n'avez pas de présentation des métiers, des filières, vous n'avez rien de tout ça. Vous dites juste j'ai envie de faire telle licence dans telle et telle université, vous avez vos 10 choix, vos 10 vœux, vos sous-vœux, enfin voilà. Ouais. Donc en fait, il faut faire les choses avant. Et c'est pour ça que idéalement, alors maintenant le gouvernement d'ailleurs parle de faire des programmes d'orientation dès la 5e, pour très tôt que les jeunes se disent quel métier pourrait me correspondre, vers quel secteur j'ai envie d'aller. Aujourd'hui, il y a quand même un grand sujet sur les filières d'avenir,
parce que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain, et les métiers, alors aujourd'hui on parle beaucoup de France 2030, en 2030 seront encore moins les métiers d'aujourd'hui. Oui, parce qu'en 2030, il y aura des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Un peu comme influenceur, il y a 10 ans, ce n'était pas un métier, par exemple. Est-ce vraiment un métier aujourd'hui? C'est un métier, alors, c'est un métier dans le sens où il est reconnu comme tel et on gagne de l'argent avec. Mais effectivement, en 2030-2050, il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver. Mais aussi pour ces jeunes, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire, même en fin de terminale ou en milieu de terminale, maintenant, puisqu'il faut donner, là c'est après-demain d'ailleurs, la fin des vœux. Mais c'est difficile quand même pour des jeunes de se dire, ok, maintenant je sais. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas. Oui, alors après, il faut aussi dédramatiser l'orientation. On a tous fait des études qui ne nous ont pas toujours amené exactement au métier qu'on fait. La vie est longue. C'est pas grave d'échouer ou de se tromper. Exactement, c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de se tromper. C'est aussi une courbe d'apprentissage où on passe par un secteur d'activité, puis on évolue vers un autre. Donc, il faut aussi savoir dédramatiser. Et donc, c'est là où l'accompagnement, quand même, d'échanger avec des professionnels, d'essayer quand même de comprendre ce qu'il y a derrière les métiers, puis d'ouvrir le champ des possibles. Parce que nous, on fait des tests, par exemple au niveau du collège, un élève, il connaît 20, 30 métiers. Alors que sur notre plateforme, il y en a plus de 1000, et même chez Pôle emploi, on va plus finement, on est à 10, 15 000 métiers chez Pôle emploi. Donc voilà. Donc c'est là où un accompagnement plus, alors nous aussi on propose un accompagnement plus dans la durée, puisque sur la plateforme, les jeunes peuvent aussi décider d'avoir un mentor qui là, lui, va l'accompagner pendant 6 mois. Et par exemple, dans le cadre de Parcoursup, on a des mentors qui accompagnent pendant donc plusieurs mois des lycéens pour les aider à faire leur choix, parce que Parcoursup, donc là après-demain, on aura saisi les vœux. Ensuite, on a à peu près 1 mois pour saisir ce qu'on appelle les projets de formation motivés. Donc là aussi, notre communauté de mentors aide à rédiger ces projets de formation motivés. Parce que là encore, on sait très bien que certains ont papa-maman qui connaissent bien le secteur d'activité et autres, c'est facile. Puis il y en a d'autres qui sont un peu tout seuls face à leur ordinateur. Donc on a des mentors sur la plateforme qui peuvent aider à rédiger ces projets de formation. Puis après, une fois qu'on a les réponses au mois de juin, se dire j'accepte telle ou telle formation. Et donc là aussi, c'est quand même des prises de décision qui, pour les jeunes, on le comprend, paraissent très importantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de Job in Rural Life? Ça m'intéresse aussi, ça. Alors, Job in Rural Life, justement, c'est la partie de notre programme sur le terrain pour les zones rurales isolées. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on s'en est aussi rendu compte avec les mouvements Gilets jaunes et autres, que pendant des années en France, on s'est préoccupé des jeunes qui habitaient dans les banlieues, mais on ne s'est pas trop occupé de ceux qui étaient en zone rurale, un peu tranquilles, on n'entendait pas... Qui ne faisaient pas trop de bruit, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, etc. Et en effet, il y a par exemple la Fondation Jean Jaurès qui avait fait une étude, il y a maintenant 2-3 ans, qui montre que les jeunes de zone rurale ont moins d'ambition que les jeunes des banlieues défavorisées. Donc on voit bien que par les problèmes de la mobilité, par les difficultés d'accès aux formations, parce que c'est loin, parce que quand on habite dans un village isolé, partir à l'université ça coûte cher, trouver une alternance c'est quasi mission impossible, parce que trouver à la fois la formation et une entreprise qui peut employer en alternance, ça peut être très compliqué. Et donc aujourd'hui, là aussi, on agit avec des programmes dédiés à ces jeunes, où on va dans les Cévennes, dans le Beaufortin, c'est sympa, on fait des voyages sympas. Et on va leur faire des ateliers, on leur permet de découvrir des métiers grâce à la plateforme, grâce à des sessions de forums en établissement qu'on organise, ou même des live métiers avec des professionnels à distance, pour, là encore, ouvrir leur champ des possibles, parce que s'orienter, c'est aussi essayer de se dire, mais il existe quoi? C'est rêver, en fait, un petit peu. Exactement. S'orienter, c'est aussi rêver. Je suppose que là, au mois de mars, avec Parcoursup qui arrive demain, et puis dans le mois qui vient, ça doit être peut-être un temps fort pour votre plateforme. Vous sentez que ça représente... Le stress monte. ça représente à peu près combien de visites? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur combien de mentors, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, près d'1 million de jeunes sont venus sur notre plateforme, donc ce qui est énorme. Après, tous ne sont pas...
on a à peu près sur notre plateforme un tiers de jeunes qui sont lycéens ou en troisième, puisqu'on a aussi des offres de stage pour les troisièmes qui cherchent des stages découvertes. Et après, on a 2 tiers des échanges qui se font avec des étudiants post-bac, puisque quand on est post-bac, on sait qu'on a à peu près la moitié des étudiants après le bac qui sont en échec et en réorientation. Et puis, quand on poursuit ses études, il faut définir après sa licence quel master on fait, peut-être quelle école complémentaire. Donc, on est dans un cycle d'orientation constant. S'il y a des lycéens qui nous regardent, s'il y a les parents de ces lycéens qui nous regardent également, quel grand conseil vous pourriez leur donner là, maintenant, tout de suite, avec Parcoursup qui s'arrête demain et tout ce qui va arriver là dans les mois qui viennent? Alors, je dirais... Avant demain, ce qui est important sur Parcoursup, il y a plusieurs choses qui sont quand même assez importantes sur Parcoursup. Je dirais avoir quand même un projet global cohérent, c'est-à-dire mettre des formations qui vont quand même ensemble, parce que début juin, il n'y ait aucun vœu. Imaginons, ça arrive, qu'aucun vœu ne soit retenu. En fait, il y a une commission derrière qui réaffecte les élèves. Et donc, plus le projet a l'air quand même cohérent dans sa globalité, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous postulez à plusieurs universités, chaque université n'a que l'information qui la concerne. Donc, on peut très bien mettre une licence de gestion, une licence en biologie et puis une licence de maths si on a envie, et ils ne seront pas présente plusieurs projets. En même temps, l'intérêt d'avoir un projet qui est quand même cohérent, c'est de se dire, au cas où je n'ai aucun vœu, la commission verra que, par exemple, je n'ai mis que des licences de gestion, ils vont essayer de m'affecter sur une licence de gestion. Si j'ai mis un peu pour m'amuser, comme certains font, une licence de biologie, il ne faudra pas s'étonner si on me propose une licence de biologie à Limoges ou je ne sais où. Donc, il faut toujours mettre des vœux d'études qu'on a envie de faire. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé d'ailleurs avec le directeur de Parcoursup qui dit, mais moi, quand j'entends des jeunes qui disent on m'a mis n'importe où, le problème, c'est qu'au départ, le jeune a mis un peu n'importe quoi. Oui, un peu n'importe quoi quand même. Voilà. Donc pour conclure, vœux qu'on a envie de faire, des vœux cohérents. Et puis après, une fois que les vœux vont être... quand les vœux arrivent, ne pas stresser. C'est normal les premiers jours de rien avoir de ferme, d'être sur liste d'attente, puisque comme il y a 10 vœux, il y a 10 fois plus de vœux demandés, même avec les sous-vœux, 20-30 fois plus, que des propositions. Donc, pas de stress. Il y a tout le mois de juin, même début juillet, pour avoir des débuts de propositions. Merci beaucoup, Christelle Mélégénin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Job IRL et que cette association développe jobirl.com. Maintenant, on va partir découvrir une ancienne Miss France qui interviewe la nouvelle Miss France. C'est effectivement Malika Ménard et ses souvenirs d'écolier. Là, tu es Miss France, tu es reine de beauté. Est-ce qu'avant, plus jeune, il y avait un métier précis qui te faisait rêver? J'en avais plusieurs. Je voulais être au début styliste. Après, j'ai vite laissé tomber l'idée. Ensuite, je voulais être pédiatre. J'avais d'ailleurs fait plusieurs stages en pédiatrie. Et ensuite, ça a été tout de suite un métier orienté vers le dessin. Et du coup, parce que c'est une de tes passions, le dessin? Oui, c'est ça. Depuis petite, je dessine et du coup, c'est pour ça que je vais en faire mon métier. Et le chant aussi, je crois. Alors, le chant, c'est vraiment sous la douche. Je ne vais pas chanter Malika, on va éviter. Non, cette fois-ci, t'inquiète pas, je ne forcerai pas à chanter. Non. Non, mais j'ai cru quand même que c'était... T'en as pas pratiqué en... J'étais dans une chorale. Voilà. J'étais dans une chorale à l'école, mais vraiment rien de fou. Heureusement, c'est une époque révolue parce que... Non, ça n'a pas duré longtemps? Ça a duré peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans dans la chorale. C'était quand? J'étais au collège, j'avais 11 ans. C'était juste avant de partir sur la Grande Terre, en 6e. Et le dessin, en revanche, ça t'a jamais lâché? Non, ça m'a jamais lâché. Mais là, en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps. Là, tu dessines pas pendant ton année Miss France? Ça dépend. Par exemple, imaginons que je vais, je sais pas, faire une activité ou quoi que ce soit. Ou si je suis devant la télé, je vais dessiner 2-3 petites choses. Tu dessines quoi? Alors ça, j'aime bien faire les paysages. Et c'est vrai qu'avant, quand j'avais beaucoup plus de temps, je faisais beaucoup de portraits, mais ciblés, on va dire, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles. Mais je mélangeais un peu de tout.
Et par exemple, j'avais dessiné le portrait d'une femme qui représentait la Guadeloupéenne. Donc j'avais mis une tête, un marée-tête, on appelle ça, enfin une coiffe, en madras. J'avais dessiné le madras, j'avais fait des petits éléments qui rappelaient la Guadeloupe. Et ça, tu les as jamais montrés, tes dessins? Si, mais c'est sur les réseaux. Après, c'est vrai qu'avant, je montrais un peu plus. C'est vrai que maintenant, ça date un peu, donc c'est un peu des dessins qui... Mais depuis que tu as été Miss France, tu en as partagé sur les réseaux? J'en ai, je crois, dans quelques stories, mais c'est vrai qu'en post ou quand je vais dessiner, je vais montrer 2-3 petits extraits et après je vais lâcher. Et t'aimerais pas en faire vraiment ton métier à plein temps? Justement, dessiner, faire un métier en tant que dessinatrice ou peintre, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Moi, c'est plus vraiment sur la communication. Tu vois, par exemple, tout ce qui est création d'affiches, de flyers, de packaging, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et justement, j'ai découvert ça grâce à mon père en soi, parce que lui, il travaillait dans une agence, il avait une agence de communication. D'accord. Donc il avait un community manager avec un directeur artistique, et je regardais tout ce qu'il faisait, ça m'intéressait. Et après, au lycée, on avait ce qu'on appelle la MDL, donc la maison des lycéens. D'accord. Où on faisait beaucoup d'événements et je m'occupais de la communication des événements. Donc je dessinais un peu la fibre du papa. Ça. Donc je dessinais un peu tout ça. Tu faisais les affiches? Je faisais les affiches et j'aimais beaucoup. Donc c'est ce que je veux faire. C'est donc tu te dis, je lâche pas la communication après Miss France et j'y mettrai du dessin. C'est ça. Mais dessinatrice, on oublie. Et être artiste, peintre? Pas trop. C'est vrai que parfois, je peux quand j'ai pas grand-chose à faire ou quand j'ai du temps libre, c'est vrai que j'essaye. Mais c'est vrai que plus sur la communication, plus ciblée sur la com. Ok, j'arrête. Ça m'intéresse plus. tu le vois, il y a plein d'anciennes Miss France qui, comme moi, vont travailler dans les médias. C'est pas quelque chose qui te tente? Travailler dans les médias, oui et non. Oui et non, on verra bien parce que tu sais, c'est vrai que moi, c'est plus orienté vers les études pour l'instant. Après, on verra bien. J'ai le temps, tu vois. Oui. Et après, c'est vrai que, par exemple, pour la radio, moi, j'aime bien le retour audio. Je sais pas si je te l'avais dit. Non. Je me rappelle plus, mais en tout cas, j'aime bien le retour audio à la radio. Et donc, peut-être... C'est le média dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Ouais, peut-être. On verra. Tu n'es pas fermée à une proposition? Non. En gros, tu te dis, je reprends mes études, mais s'il y a quelque chose d'autre, je peux l'étudier aussi. Oui, c'est ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Indira Ampio pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Un petit message pour vous, chers amis, fidèles téléspectateurs du Grand JT de l'Éducation. D'abord, merci beaucoup, mais peut-être que vous n'avez pas le temps ni l'occasion de découvrir les autres émissions de la chaîne. Eh bien ça tombe bien, le Zap est là pour ça. C'est parti. Si vous aviez un conseil à transmettre justement à ces jeunes talents, à ces pépites avec nous en plateau, ce serait lequel? Même si elles viennent d'un secteur très différent du vôtre, parce qu'elles misent sur la tech, les maths et les sciences. Je ne vais pas être hyper originale, je vais répéter, je pense que ma mère m'a dit il y a quelques années, enrichis-toi des gens que tu rencontres, vraiment. Parce que comme on l'a souligné, pour moi, la famille a été un socle vraiment où j'ai pu poser mes racines pour pouvoir m'envoler justement sans peur de me perdre, parce que il faut aussi avoir entre le rêve et la réalité un pont qui nous rattache et qui nous relie ici à la réalité. Et pour moi, ça a été la famille, les rencontres, les anges, hein, comme je dis, qu'on rencontre. Donc soyez à l'écoute, soyez ouverts, enrichissez-vous et puis vivez, quoi. On n'a qu'une vie et ce serait dommage de passer à côté, de ne pas faire ce qu'on a profondément envie de faire, parce que je pense que tout être humain a envie de laisser une trace et on la laisse en étant soi-même, à mon avis, parce que chacune d'entre nous est une étoile et on est là pour briller, donc briller de mille feux et éclabousser tout sur votre chemin. L'étude que vous avez menée, vous l'avez menée, vous le disiez, avant la réforme du baccalauréat. On a vu que avec la réforme, elles sont beaucoup moins nombreuses à choisir l'option maths. Au fond, si on avait lu votre étude, on l'aurait su avant. Que ce risque était énorme. Alors en effet, on en rigolait avec des collègues l'autre fois, si on nous avait demandé notre avis sur l'effet de la réforme du baccalauréat avant qu'elle ait lieu, on aurait pu le prédire. Le fait que les filles décrochent Alors on ne voit pas tant ce décrochage au niveau de la première, elles vont être en proportion autant de filles à choisir l'enseignement mathématique parmi les filles, et c'est vraiment le décrochage au niveau entre la première et la terminale, où là il n'y a que 30% de filles qui vont se diriger, qui vont choisir l'option mathématique. Parce que ces stéréotypes, ce que vous montrez dans l'étude, c'est qu'ils sont ancrés dès la classe de seconde.
seconde? Dès la classe de seconde, alors nous c'est ce qu'on a pu montrer, mais si on se repose sur les travaux d'autres collègues qui eux regardent la prévalence de ces stéréotypes dès la maternelle, nous on a été étonnés de voir en lisant leur étude que c'est dès l'âge de 5 ans que ces stéréotypes de genre commencent à se manifester. Donc ils demandaient est-ce que les filles et les garçons étaient brillants. Ils demandaient à ces élèves de 5 ans le niveau de brillance de leur genre. Alors à 5 ans, on n'observait aucune différence entre les filles et les garçons, se considéraient autant brillants. Et puis à 6 ans, on commence à se creuser, l'écart commence à se creuser. Puis à 7 ans encore plus. Et ça s'arrange pas par la suite. Et ça s'arrange absolument pas par la suite. Les garçons pensant qu'ils sont plus brillants que les filles. Est-ce que cela se féminise en ce moment, la pratique du vélo? Oui. 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 C'est une grande victoire. Oui. Non, effectivement. Effectivement, de par sa culture, c'est pas forcément, quand on pense au cyclisme, on pense aux hommes. C'est culturel, c'est bien ancré. Maintenant, le cyclisme féminin se développe à vitesse grand V. On a de plus en plus de licenciés. On est passé de 9% à 12% de licenciés. Alors vous allez me dire, c'est encore très peu. Évidemment, c'est très peu et on avance petit à petit. Mais comme je dis, Paris ne s'est pas monté, s'écrit en un jour. Donc il nous faut le temps. Il faut que les mentalités évoluent. Il nous manquait une vitrine. Aujourd'hui, on l'a, où des petites filles qui regardent la télé ou qui sont sur le bord d'une route pour voir le Tour de France Femmes peuvent s'identifier à des championnes. Et je pense qu'on a tous les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir se développer de façon sereine et pérenne, surtout. Le top 3 des secteurs où les femmes investissent le plus et le plus souvent. La consommation, l'éducation et la culture ou encore l'économie circulaire. Vous en êtes des incarnations parfaites, si j'ose dire, toutes les deux, sur ce plateau, notamment pour l'éducation et la culture. Ce sont des secteurs d'activité qui, à un moment donné, peuvent aussi vous intéresser pour une future carrière. Pour l'instant, les projets à mener, encore une fois, et ils sont extrêmement importants, c'est KidsShare d'un côté et Youngsters de l'autre, mais une fois que vous aurez peut-être une expérience d'entrepreneur un peu plus installée, vous avez envie déjà de vous diriger vers ces secteurs à impact? Moi, franchement, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, mais ça me donne envie, surtout que la place de la femme est déjà développée, donc ça ne fait pas peur, comme par exemple, on sait qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieures, et du coup, ça nous fait peur d'y aller, et il y a de moins en moins de femmes, mais j'espère que ça changera. Alia? Oui, pour moi, c'est le but. C'est vraiment, je fais tout ça pour que je puisse vraiment être une femme passionnée et être déterminée. La détermination avant tout. Aliénor d'Aquitaine, Olympe de Gouges, Marie Curie, 3 époques et toujours cette volonté de lutter pour ses droits et de s'émanciper des hommes. Marie Curie, donc grande scientifique, 2 fois prix Nobel, un de physique, un de chimie, la seule à l'avoir reçu dans 2 domaines scientifiques différents et la première femme à en recevoir un tout court. Femme engagée aussi, c'est elle qui organise l'envoi d'ambulances sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Je vous l'avais raconté, ambulances qui sont de vrais centres de radiologie que l'on peut pratiquer grâce à son invention du radium. On a appelé ces ambulances les petites Curie. Marie Curie faisait des radios sur les soldats avec comme seule protection un écran de métal et des gants en tissu. On avance dans le XXe siècle. Vous ne pouviez pas nous reparler de Simone Veil. On en avait aussi parlé parce qu'il y a eu le biopic d'Olivier Daron. Absolument. Rescapée des camps de concentration, qui devient magistrate puis ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. On la connaît bien sûr pour avoir porté la loi sur la légalisation de l'avortement en France, loi qui a suscité un des débats les plus controversés de la Ve République et qui lui a valu de nombreuses critiques. Et on voit comme ce débat autour de l'avortement reste encore d'actualité, avec par exemple ce retour en arrière des États-Unis, où depuis juin dernier, certains États ont tout simplement interdit l'avortement. Et Simone Veil, on en parle donc bien sûr beaucoup pour cet engagement-là, mais on peut aussi noter son engagement pour de meilleures conditions pénitentiaires. Elle a tenté d'humaniser les prisons, voilà, c'était important de le rappeler aussi. Donc je ne pouvais pas parler de tout le monde, il aurait fallu, mais il y a eu plein d'autres. Il y a eu Rosa Bonheur, Colette, Simone de Beauvoir, et il y en aura plein d'autres puisque l'année n'est pas finie. Mathilde Dupré, le cyclisme, c'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe? Un sport d'équipe, monsieur. Alors effectivement, il y a toujours cette question qui revient, mais je pense que Clément pourrait aussi le confirmer. En tout cas, tout dépend des disciplines, encore une fois. Mais en tout cas, sur la discipline sur route, si on n'a pas d'équipe autour de soi, il est difficile d'aller performer et d'aller gagner seul à un certain niveau, évidemment. Donc oui, je dirais que c'est un sport individuel qui se court en équipe.
Après, on a d'autres disciplines comme la descente en VTT, comme le trial. C'est des sports complètement individuels pour le coup. Voilà, donc, ça va dépendre un petit peu des disciplines. Même question, Clément. C'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe? C'est un sport d'équipe. Quand on pense à sport collectif, on pense foot, rugby, et pas forcément au cyclisme. Non, après, ça dépend aussi de la discipline. Par exemple, sur piste, en fait, on n'a pas le droit de courir en équipe. Ça peut être pénalisable. Mais c'est vrai que sur route, ça sera plus un sport d'équipe. Si toute l'équipe se concentre sur son leader, forcément, son leader fera le meilleur résultat possible. Et du coup, les coéquipiers seront contents de la victoire de leur leader. Et c'est aussi grâce aux coéquipiers que le leader arrive à gagner sa course. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une course d'équipe. Voilà, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Un grand merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous et merci bien sûr à toutes celles et ceux qui fabriquent cette émission, les équipes rédactionnelles, Emma Guessel, Agathe Delannoy bien sûr, et puis Mani Pezesk à la réalisation, Héloïse Merlin au son et Thaïs Sayad au maquillage. À demain, très très belle soirée.